Ok, on y va. Bonjour à tous. Je vais vous parler de mes réflexions autour de l'UX design pour les employés. Et le sujet le contexte aujourd'hui, c'est l'industrie. Hein, je ne parle pas de l'employé expérience au sens global, mais je vais vraiment parler de mon expérience de l'UX design pour des employés en industrie. Ah, marche pas. Merdouille. Qui suis-je? Je suis Maud Robin, je suis UX designer, researcher et je suis psy au départ. Donc juste, on va tendre un truc. Le design, c'est pas du graphisme. Ça, c'est mes qualités artistiques. C'est un autoportrait. Ça s'arrête là. Vous m'appelez pas pour faire des beaux écrans. Voilà, c'est pas moi. Hein. Par contre, on est d'accord, le graphisme et l'esthétisme, c'est une des composantes de l'UX design, donc User Experience Design. Moi, je fais de la conception et je suis plutôt sur la partie research, de par ma composante psy. Et moi, mon job, c'est plutôt de bien comprendre les utilisateurs, leurs besoins, leurs motivations, leur contexte d'activité, etc. J'ai été formée à une époque, on appelait ça ergonomie et HM. Donc, c'est à peu près dans la jeunesse de Cléopâtre, hein, à peu près. Et ensuite, on a changé de nom et on est devenu UX designer. Alors, je vais vous parler un peu du contexte de nos clients parce que moi je suis passée par, ça fait à peu près 10 ans que je fais donc de l'employé expérience. L'employé expérience, ça veut dire qu'on conçoit des outils à destination de professionnels. D'accord? C'est pas le marché B2B là, on est vraiment sur c'est le B2B, c'est pas le B2C. Et donc du coup j'ai fait ça chez Amadeus, chez Michelin pendant un certain temps, chez Alamaïf également, et puis maintenant je suis chez Braincube où on fait, donc on a une plateforme pour des industriels, pour les aider en fait à voir dans leur data, etc. Bref, donc qui sont nos clients chez Braincube? Donc je vais vous parler un peu d'entreprise, donc ce que c'est qu'une industrie dans mon contexte, un peu de culture et de pratique. Alors, je vais faire très très vite, c'est quoi l'industrie? Hein, l'industrie, ça prend quelque chose au départ, ça transforme, ça assemble, ça applique des procédés voilà, mécaniques, chimiques, etc. pour faire à la fin un produit, un service ou un truc semi-fini qui servira à alimenter une autre industrie. Donc là, je vous ai mis quelques exemples un peu divers et variés. J'attire juste votre attention sur celle-là. Ça, c'est une machine à papier, parce que j'y reviendrai un petit peu plus tard après. Donc, l'industrie, en fait, donc, du coup, elle va avoir une recette de fabrication, et puis elle a des humains et des machines pour pouvoir amener sa production à l'objectif qu'elle s'est fixé. Alors, l'industrie, pour atteindre ses objectifs, elle pilote essentiellement par KPI. Et là, on peut s'inspirer, on peut aller voir, revenir dans l'historique de Toyota Management System, du Dr Deming, etc. Et du coup, l'industrie, elle pilote par KPI sa production. Et tout dérive de ces KPI. Ça va emmener, en fait, vers des task force, des éléments de réflexion, on va revoir les standards, etc. Donc, c'est vraiment... L'industrie, elle aime bien contrôler. Hein. C'est vraiment le monde du standard, c'est le monde du contrôle. Le plus possible pour essayer de maîtriser en fait et d'arriver à atteindre ses objectifs et de production et de croissance. Donc là, je vous ai mis classiquement, c'est ce qu'on va retrouver dans les dashboards de Daily Management System, donc les réunions du matin en industrie. C'est un truc qui était bien avant, pour faire le lien avec le talk d'avant sur l'agile. Hein. Donc sécurité, quality, cost, delivery, morale, environment, ce sont des morale et environnement, c'est les derniers nouveaux KPI qui sont arrivés, qu'on ne retrouve pas forcément dans du pilotage quotidien en fait. Mais bon voilà, l'idée c'est de se dire ok, le monde de l'ingénierie, c'est du standard, c'est de la norme. Alors nous aussi, hein, du côté de la conception, de l'ergonomie et tout ça, on en a plein des normes. Hein. On en a, hein, pour aider à la conception des environnements de travail, des postes de travail, pour les conceptions des outils, voilà, l'installation de l'écran, la hauteur de la typo. On va avoir tout un tas de normes en fait pour essayer de concevoir l'outil à destination des humains qui travaillent dans ces industries. Alors c'est quand même globalement, pour la partie en tout cas interaction homme-machine, moi c'est ça que je fais principalement aujourd'hui. J'ai fait un peu de produits et de conception d'espaces de travail, mais c'est plus du tout ma spécialité et pas du tout chez Braincube. On a une norme ici qui est la 9241 qui va nous donner plein de guides pour concevoir des systèmes. Donc par exemple, on va vous dire faites une bonne navigation dans votre interface, mais en gros ça va s'arrêter à peu près à ça. C'est quand même des recommandations qui sont assez macro et pour vraiment arriver à concevoir précisément, là on va être un tout petit peu, on ne sera pas très guidé en fait ici. Alors que sur la norme sur le bruit,
C'est hyper clair, on vous dit exactement quel est le seuil de tolérance dans une usine pour le bruit. Les abacs de port de charge, on vous dira qu'une femme doit porter maximum X kilos par jour avec tel taux de répétition. C'est super clair sur tout ce qui est physiologique et perceptif. Pour la partie cognitive, on est un tout petit peu moins équipé et on a un peu moins de guides. Donc ça, c'est une grille de cotation issue de la méthode Renault. C'est mes archives, hein, je vous disais que je viens d'un monde d'avant. Donc c'est du papier, à l'époque, ce sont nos feuilles de cotation en fait, de poste de travail. Voilà. Donc on va évaluer en fait, le poste de travail suivant plusieurs axes. La partie cognitive, interaction avec les systèmes et tout ça, pas très équipé, on n'a pas grand-chose en fait, là-dessus pour vraiment évaluer le poids par exemple de la charge mentale que représente une interaction avec un système. Ça, c'est arrivé un petit peu plus tard. Alors, petite présentation de l'environnement IT de nos clients, parce que l'industrie, c'est quand même un peu particulier. On a deux types d'informatique, l'informatique industrielle et l'informatique support bureautique, plutôt. Ce sont deux mondes qui, globalement, sont coupés par un firewall au milieu. Ça ne se parle pas trop. Les informaticiens industriels, ce n'est pas forcément ceux qui vont intervenir, enfin, ce n'est pas ceux qui interviennent sur la bureautique, par exemple. Ce sont aussi deux mondes différents. Juste pour ceux qui ne seraient pas au courant, on est dans la 4e révolution industrielle. On est à l'ère de la big data, des IoT, enfin, etc. Et donc BrainCube s'inscrit dans ce type en fait, on est en fait dans ce type d'outil aujourd'hui, puisque BrainCube c'est une plateforme de data, de big data. J'aime bien celui-là, mais il ne va pas être facile. Nos utilisateurs, du coup, ils ont dans leur monde le monde réel avec lequel ils interagissent. Hein, ils interagissent avec des machines, avec des outils, avec du matériel, enfin des véhicules, etc. On a une couche contrôle système qui va les aider en fait à avoir de l'information sur le système, dans quel état il est. Donc c'est tout un tas d'outils qui vont nous donner du monitoring plutôt, vous dire comment ça se passe. Vous avez les couches SCADA qui sont des super graphiques. En général, c'est un peu, il y a beaucoup d'informations. C'est une espèce de schéma en fait qui reprend la ligne de production, par exemple, avec plein de données. Voilà, mais c'est vachement schématique. Et puis ensuite, après, vous avez une autre couche qui arrive maintenant aujourd'hui, donc les fameux cyberobjets et comment on gère la data, qui rajoute une couche d'outils et d'interfaces. Bon, jusqu'à présent, pour choisir des outils qui vont être utilisés par nos opérationnels, c'était les axes en fait, de prise de décision sont plutôt axés sur la sécurité. L'industriel est super frileux. Hein. La sécurité, c'est super important. Dans son procédé industriel, aussi bien que dans ses données, ou enfin voilà, l'ensemble, c'est vraiment un critère clé. Ça se comprend, hein, je ne dis pas que c'est pas bien, hein, mais voilà. Un autre critère, c'est la fonctionnalité. En général, on dit, moi, je veux que mon outil informatique fasse ça. Ok, on va checker, ça fait pas. La manière dont ça le fait, la manière dont on parcourt ou la manière dont on va utiliser la fonctionnalité, c'est pas tellement mis en question ou étudié lors de l'analyse des cahiers des charges et des benchmarks, par exemple. Les acheteurs, ils regardent pas tellement si ça se passe bien, quoi. L'intégration et la robustesse, évidemment, parce qu'on s'intègre dans un écosystème existant. Hein, je vous ai montré le schéma d'avant. On a plein de couches en fait qui viennent, qui créent l'écosystème de travail de votre salarié, enfin de votre employé. Et du coup, voilà, ça fait partie des choses qui sont hyper importantes. Et la robustesse aussi. Il y a des systèmes qui sont hyper anciens qui tournent. Moi, chez Amadeus, le système de réservation, par exemple, donc Amadeus gère les systèmes de réservation des sièges pour les compagnies aériennes. Et ils avaient un très vieux système en mainframe. Et ils ont eu énormément de mal à le débrancher parce que le truc, il répond super vite, il est super fiable. Et du coup, c'est difficile derrière de remplacer un système qui est vraiment très robuste et très performant. Et évidemment, la performance, c'est un critère de choix aussi essentiel dans la sélection des logiciels. Mais quid de notre utilisateur à l'intérieur? Quid de notre employé? Voilà, ça aujourd'hui, c'est relativement, on est un peu pauvre en fait quand il y a les analyses en fait de solutions. C'est pas tellement un des critères de choix. Alors ça change un petit peu parce que quand même globalement, moi j'ai dû participer à 2 évaluations de produits où on nous a demandé notre point de vue en tant qu'UX en nous disant quelle solution on choisit, et l'UX est un des critères qu'on a mis dans notre grille de décision. Donc ça arrive,
on se pose la question de savoir quand même si franchement c'est pas un irritant qu'on rajoute à nos utilisateurs, mais voilà, c'est encore pas tellement la priorité. Je vous parlais d'écosystème. Nos utilisateurs, ils passent par des systèmes très différents. Ça, c'est un système qu'on va retrouver sur des chariots élévateurs, par exemple. Et puis à côté de ça, pour prendre en congé, ils vont aller sur une interface web qui a l'air super cool, super moderne, peut-être super rapide. Ou au contraire, un truc qui a l'air moderne, mais qui l'est pas du tout en fait, parce qu'il faut 46 clics pour arriver à poser ses congés. Je sais pas. Mais voilà, nos utilisateurs, ils sont dans un écosystème qu'on maîtrise absolument pas et dont nous, designers, on est juste on hérite en fait de ce truc en se disant ok, dans quoi nos utilisateurs, dans quoi on arrive quoi. Quand vous êtes en B2C et que vous faites votre application comme Le Bon Coin par exemple, vous êtes juste vous-même avec vous-même en fait. Vous posez pas tellement la question en fait de savoir quelles sont les autres applications que votre utilisateur a sur son téléphone. Vous êtes juste unique avec vous-même et votre produit il est en capsule en fait. Nous quand on travaille pour du B2B, on doit prendre en compte en fait l'ensemble de l'expérience de nos utilisateurs. Alors, on ne va pas s'inspirer forcément de l'un ou de l'autre, mais en tout cas, ça nous donne une tonalité pour savoir par quelles sont toute la gymnastique mentale que nos utilisateurs doivent faire pour passer d'un système à l'autre. Alors, un autre élément aussi, dans la culture, dans l'industrie, dans l'informatique industrielle, la révolution mobile en industrie, elle n'a pas encore eu lieu. Dans vos foyers, les statistiques donnent 3 devices pour une personne, à peu près. Ça, c'est la moyenne. En industrie, on n'y est pas du tout. Les mobiles, aujourd'hui, sont plus à destination des managers et pour faire donc toute la partie Office, mais ce n'est pas vraiment l'outil de production. Ce n'est pas un truc qu'on utilise pour faire de la production, le mobile, aujourd'hui. Donc, en tant que designer, c'est vraiment intéressant de bien prendre en compte cet élément-là, parce que, voilà, nous, on fera rarement, pour l'instant, on a encore du mal à aller sur les solutions mobiles, parce que les industriels ne sont pas encore prêts. Alors, pourquoi? Il y a plein de raisons. Voilà, il y a plein de raisons qui font que le mobile n'est pas là. Mais il n'est pas là. Ni tablette, ni mobile, etc. Donc, on ne s'emballe pas les designers, hein, on continue de faire du desktop, et pour l'instant, on est là. Alors les enjeux, un petit peu pour changer un tout petit peu de mindset concernant cette expérience utilisateur de nos employés. Alors chez un client, si jamais notre UX elle est pourrie, on va peut-être avoir, en tout cas si votre produit il est mauvais, votre client il va vous faire une réclamation peut-être avec un retour de produit ou un remboursement. Il peut faire une annulation, un arrêt de contrat, il peut ne pas renouveler, et ça peut être des pertes de marché. Donc on sait que les conséquences quand même sur du B2C, elles sont pas anodines. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui l'UX design est vachement plus proche, il est vachement important dans le B2C parce qu'on sait que l'enjeu il peut être important, surtout sur des marchés ultra concurrentiels comme c'est aujourd'hui quoi. Côté employé, l'enjeu c'est quand même de garder, c'est d'attirer en fait et de les garder ces employés parce que l'outil à un moment donné reflète quand même votre ambition. Il y a des expériences quand même ou des outils un peu anciens tournés sur certains systèmes, les jeunes qui arrivaient, ils avaient l'impression de retourner chez eux là, quoi. Et pourtant, l'entreprise CAC 40, machin et tout ça, mais l'outil avait tellement l'air, c'était pareil du mainframe, ça reflétait pas du tout l'ambition de l'entreprise, que du coup, ils avaient du mal à garder leurs jeunes salariés. Donc, en fait, c'est quand même un enjeu, c'est de pouvoir garder ces salariés. Les garder parce que non seulement on a envie de conserver les gens, on a besoin d'avoir des nouveaux talents, etc. Mais c'est le coût de formation aussi. Former des gens, ça coûte de l'argent quand même. Donc vous avez tout intérêt à vouloir à les garder avec vous. Et capitaliser, parce que capitaliser la connaissance zéro opérationnelle, ça c'est un enjeu pour les industriels. Vous savez qu'il y a plein de départs à la retraite d'une certaine génération, et du coup là il y a un souci ici. C'est vraiment un enjeu, c'est de capitaliser la connaissance. Vous avez intérêt quand même à faire en sorte que dans vos outils, maintenant, on puisse internaliser cette connaissance en fait dans l'outil. Bon, après c'est resté dans le game, hein, avec la nouvelle ère industrielle. Vous ne pouvez pas proposer des outils qui sont en décalage complet avec ce que vous utilisez tous les jours sur vos téléphones, quoi. Il y a des gens, ils préfèrent leur téléphone à leur conjoint. Donc on ne peut pas aujourd'hui faire comme si c'était pas important en fait. Donc, nous, en tant que designer, on design, donc vous avez
on va avoir un certain nombre de critères. Moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est cette partie de user. Parce que moi, c'est plutôt là que j'interviens. Et du coup, nous, les designers, on design pour les 3 couches de design. Donc, il y a 3 couches de design: viscéral, behavioral et réflective. Viscéral, c'est comment on déclenche des réponses automatiques, des patterns automatiques de réflexion. Tout à l'heure, Elisabeth parlait des croyances. Le viscéral ici, c'est d'appeler des modèles mentaux. Si je vous parle de changement climatique ou de voiture, si je vous dis, voilà, pensez à votre voiture. Chacun ici, vous allez avoir une représentation différente dans votre tête de la notion de voiture. Parce que c'est ce qu'on appelle le modèle mental. Le modèle mental, c'est vos croyances, vos expériences, vos connaissances. Et dans une situation donnée, nous appelons notre modèle mental, c'est cette partie viscérale, donc c'est des patterns, c'est des réflexions automatiques, donc c'est aussi l'émotionnel hein, ici, parce que c'est automatique, vous n'allez pas réfléchir si vous êtes joyeux ou pas, ou triste, hein, d'accord? Ce sont des réponses automatiques. Behavioral, c'est ce qu'on va faire pour de vrai. Est-ce que je clique sur le bouton envoyer? Est-ce que je clique sur le bouton soumettre? Est-ce que j'ai bien compris qu'il fallait que je sélectionne l'item dans la liste déroulante, puis de saisir ma valeur, etc. Nous, on conçoit également, donc pour cette partie-là, behaviorale, hein, c'est le plus gros en général ici, c'est l'ergonomie cognitive des IHM, des interfaces homme-machine. Nous, c'est là, ce gros pavé-là. La partie réflective aussi, réflective, c'est votre prise de décision consciente. Donc ça veut dire, est-ce que je prends une décision consciemment, je mets plein d'informations, je réfléchis, le pour, le contre, est-ce que c'est bien, pas bien, est-ce que je clique sur envoyer, est-ce que j'ai bien acheté les chaussures à la bonne taille, de la bonne couleur, etc. Oui, j'ai vérifié, clac, behavioral, je peux cliquer sur mon bouton. Donc nous, on design pour ces 3 couches. C'est vraiment un enjeu en fait, au niveau de notre cœur de métier. Autant vous dire que chez les industriels, ce genre de discours, ils ont un tout petit peu de mal. Hein. D'accord ? Allez parler de viscéral et de design émotionnel, on n'y est pas encore tout à fait. Voilà. Ça, c'était juste un peu de contexte. Le design émotionnel, ouais, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Je vais vous présenter un petit exemple pour vous expliquer un peu les contraintes que j'ai rencontrées et comment on peut arriver petit à petit à lever ces contraintes. Donc là, on a fait un truc hyper classique en industrie. Il y avait un truc papier et on en a fait un écran. Voilà. Ça, c'est un truc banal. Ça arrive absolument tout le temps. Donc c'était ce qu'on appelle un fil de l'eau, un film de production. Voilà, c'est un suivi de production d'un équipement. Donc la demande, c'est donc digitaliser un doc papier. C'était un truc qui était porté par la stratégie d'entreprise globale de digitaliser et porté par une équipe projet digital. Voilà, donc ce sont des ingénieurs 4.0, des data spécialistes, etc. qui portaient le projet au départ. Pas du X-Design à ce moment-là dans le projet. Donc ça, c'est l'écosystème de notre utilisateur. Voilà, notre utilisateur, il bosse avec tout ça. Il a donc plein d'écrans, il a plein de papiers, il a plein de gens, et l'équipement est de l'autre côté, en fait. Vous êtes dans une bulle, en fait, et vous avez votre équipement de production, c'est un four qui est de l'autre côté. Ça, c'est donc la version papier du truc. Hein, voilà, donc du coup, vous avez ici vous avez différentes étapes, différents états de vos équipements, et puis vous mettez ici heure par heure, voilà, si ça s'est bien passé, pas bien passé, etc. Alors ce qui est rigolo, c'est que je vous ai dit que l'industrie, c'est le monde du standard, de la norme et tout. Donc il y avait, ça c'est une production par shift, par équipe. Ça tourne en 3-8, il y a 180, moi j'ai analysé 180, enfin j'ai fait qu'un mois d'analyse de production. Hein. Donc j'ai 180 comme ça, films de production, il y en a 4 qui se déroulent au standard. En fait, le standard d'un employé, c'est de résoudre les problèmes. C'est ça son job. Donc voilà. Donc à la fin, ça c'était flouté, je ne peux pas vous montrer évidemment, mais c'est beaucoup de petits commentaires, etc. Donc c'est ça qu'il faut qu'on mette sur un écran. Les utilisateurs de ce type d'écran, donc je vous parlais de 2 personas. Donc on a les experts, donc qui ont souvent des compétences en informatique qui sont acquises pendant les études. Ce sont des ingénieurs process, typiquement, d'accord? Donc eux, les outils informatiques que l'ingénieur process va utiliser, ils l'ont vu, ils ont appris à se servir de tout ça pendant leurs études la plupart du temps. D'autre part, le temps pour utiliser ces outils-là est inclus dans leur activité, d'accord? Ça fait partie de leur job d'utiliser des outils métiers,
un peu complexes, de prendre du temps, parce qu'ils résolvent des tâches complexes. D'accord? Donc eux, ils traitent de la complexité. Par exemple, en tant que designer, pour créer pour ce genre d'outils, pour ce genre de personnes, nous, on va rajouter ce qu'on appelle de la flexibilité. Flexibilité, ça veut dire que je crée un écran qui peut être un peu velu, je leur mets toutes les options, je leur mets des raccourcis, je cache les trucs avec du clic droit, avec des trucs qui sont planqués dans des menus, des sous-menus, etc. Parce que le mec, là, lui, il a du temps de formation. Il aura peut-être une semaine pour apprendre à utiliser l'outil. Ça fait partie de sa fiche de poste. Donc le temps d'apprentissage, la learning curve, elle peut être un petit peu longue là. C'est pas grave si le mec, au premier coup d'œil, il ne sait pas servir tout de suite de tout. C'est pas super grave. Parce que c'est prévu. Et on va lui faire aussi des raccourcis experts, des verticales, pour qu'il arrive à utiliser rapidement certaines fonctionnalités qu'il fait régulièrement et qui vont lui simplifier la vie. Maintenant, mon opérationnel sur le terrain, lui, l'informatique, les compétences en informatique sont extrêmement variables. C'est essentiellement quand même de l'application mobile. Ils savent tous se servir d'un mobile. Je vous disais, le taux d'équipement en France, il est quand même important. Donc tous passent par des applications mobiles. Par contre, on a un truc, c'est que l'application desktop, en général, elle est vachement moins bien pensée pour eux. Elle ne ressemble pas du tout à une application mobile. Donc ils galèrent un peu plus, les gars. Et en plus, en général, les formations, elles se font en biseautage sur le terrain. C'est du compagnonnage. Chez Nestlé, quand vous passez sur vous devenez opérationnel sur les lignes de café, là, vous avez 2 jours de formation. Vous ne passez pas 4 ans à travailler en école. Donc du coup, compétences informatiques super variables, temps de formation en général ultra light, et par contre, ils font des tâches beaucoup plus simples dans l'application. D'accord ? Eux, ils ne résolvent pas des tâches ultra complexes. Ça va c'est beaucoup plus du monitoring, par exemple, ou un peu de saisie de données. Ils vont donner des informations au système derrière qui va traiter ces informations et les intégrer dans d'autres. Donc là, par exemple, en tant que designer, lui, l'enjeu, c'est de lui faire une learning curve beaucoup plus rapide. Il doit comprendre bien plus vite comment utiliser le système et ça doit être facile à comprendre. Donc on va dire, on va mettre en place ce qu'on appelle, on va travailler pour que les affordances soient fortes, c'est-à-dire que n'importe quel élément sur l'interface ne doit pas être ambigu. Je dois savoir quelle information est portée et je dois savoir ce que je peux faire sur l'interface. Un bouton qui ressemble à cliquer, je sais que c'est un bouton et je clique. Voilà. Pendant un moment, il y avait il y avait Google qui avait sorti du design qui était, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette phase de flat, où on n'avait plus aucun indice en fait, si c'était un lien, un bouton, et c'était super compliqué pour une partie de population parce qu'ils ne savaient pas ce qui était cliquable ou pas, quoi. On avait perdu ces éléments-là, et c'est ce qu'on appelle l'affordance. Bref, passons. On revient à notre film de production. Donc, pour la petite histoire, le client, lui, il dit « moi je veux ça ». Donc vous avez vu les papiers tout à l'heure? Vous vous rappelez? C'est une organisation verticale. Donc déjà, les ingé process, ils se sont dit « tiens, c'est une bonne idée, on va mettre à l'horizontale ». Ok, bon. Donc ils discutent pendant un certain temps, le client envoie plusieurs versions parce que du coup, et à un moment donné, bon, il revient quand même à la verticale, ce qui est plutôt cool, parce que du coup, l'idée, c'est pas de faire des gros chocs de changement culturel quand on digitalise. Donc voilà, donc là, vous avez plusieurs versions de l'écran, puis à un moment donné, le gars qui développe, il se dit, je vais aller chercher l'UX designer, s'il te plaît, parce que fais-moi un bel écran. Vous avez vu mes qualités graphiques tout à l'heure, au début? Bon, pas de bol, pas moi qu'il fallait appeler. Donc pas de bol, pas moi qu'il fallait appeler, et moi, qu'est-ce que je fais? Moi, mon job, c'est de dire, ok, c'est quoi l'activité des utilisateurs? C'est quoi l'information importante? Qu'est-ce qu'ils vont faire de cette information? Et blablabla, et blablabla, et blablabla. Donc moi, je fais mon job, la research. Donc on repart sur le terrain, on discute, on observe, on analyse les fils de production, etc. Et ensuite, seulement après, on peut vraiment on peut retravailler les écrans. Voilà, ça c'est typiquement, voilà les contraintes en fait du designer et comment on travaille là-dessus. Donc mes contraintes, quand je fais de la recherche utilisateur, c'est toute cette partie où on essaye de comprendre ce que font les utilisateurs, leur activité, tout ça. Premier truc dans du B2B, celui qui a acheté le produit n'est pas celui qui va l'utiliser. Celui qui achète le produit, c'est un acheteur, c'est un directeur opérationnel, c'est un je sais pas quoi, mais c'est pas l'utilisateur. Donc ça, c'est une grosse contrainte, parce que moi, ces gens-là, en général, je les ai que très très longtemps après, une fois que la solution a été achetée. Donc SQCDME, c'est que nous, on s'inscrit dans leur fameux KPI, et toute observation terrain, toute interview que j'ai envie de faire, et ben, il ne faut pas que je vienne empiéter en fait sur la production. La production, elle est primordiale chez l'industriel, on ne peut pas s'arrêter.
Donc il faut que j'arrive à m'inscrire dans un truc, il faut que j'aille observer sans perturber, que je pose des questions sans les déranger. C'est une sacrée contrainte. L'accès à l'utilisateur, on est en industrie, je ne peux pas faire de la guérilla, moi, aller au café et puis dire hey, vous voulez pas tester mon appli? Non, je ne peux pas le faire ça, parce qu'on ne rentre pas sur un site comme ça. Je ne rentre pas sur un site, je ne peux pas rentrer dans l'atelier en disant hey, vous voulez pas répondre à mes questions? Ça ne marche pas ça, parce qu'il faut des fois des équipements spécifiques. Vous vous inscrivez effectivement dans le planning de vos utilisateurs. Pas de bol, il y en a 3 qui sont malades, il n'y en a pas un qui prendra 5 minutes pour vous parler. Donc ça, c'est une sacrée contrainte. L'intégration dans l'environnement, vous avez vu les différentes captures d'écran. Nous, on a un produit, mais on ne peut pas l'adapter à chaque fois, quoi. Donc du coup, il va falloir qu'on s'intègre quand même globalement dans le produit de l'utilisateur, quoi. Enfin, dans l'environnement de l'utilisateur. On a souvent des intermédiaires. Donc on a souvent les key users. Alors les key users, je ne veux pas leur jeter la pierre parce que c'est super utile, ils nous apportent un gros niveau de connaissance, mais ça ne peut pas être suffisant pour designer. Voilà. Le key user, il devient tellement expert à un moment donné et de la solution et de la conception, et puis voilà, donc du coup, très utile, mais c'est celui qui va éventuellement nous aider à rentrer en fait vers les utilisateurs beaucoup plus terrain. Et après, on a aussi une grosse contrainte, c'est la confidentialité, quoi. Il y a des moments, moi on m'a dit, il faut travailler sur cette application. D'accord, je peux la voir? Ah bah non, c'est confidentiel. Bon, ok. Ça va pas être facile quand même de refaire l'écran si je suis pas, si je suis pas, j'ai pas agréé, j'en sais rien. Ouais. Bon après, on a réussi quand même, mais c'était curieux. Les enjeux pour l'entreprise, de ne pas faire de recherche utilisateur. La recherche utilisateur, c'est le nerf de la guerre pour comprendre qui sont les utilisateurs. Le B2C, aujourd'hui, ils ont des équipes, ils ont des grosses équipes là-dessus, parce qu'ils ne peuvent pas s'en passer. Donc, c'est adopter plutôt que la coercition. C'est ce qui va nous aider à faire du change par rapport aux outils. Parce que si jamais on se plante ici vraiment, c'est-à-dire on peut faire un écran très beau, mais qui est super pas utilisable, ben on va retourner à Excel, hein. Parce que c'est magique, Excel, c'est ultra flexible. Et c'est super facile à utiliser, globalement. Enfin, en tout cas, ça supporte l'expert comme mon opérationnel. Et perdre de la qualité de données, ça pourrait être un des enjeux aussi de bien comprendre dans quel environnement et bien comprendre nos utilisateurs et l'activité, etc. Donc, comment on fait? On a un truc quand même qui est super, c'est le quanti, quoi. Aujourd'hui, ça, c'est issu du B2C. Ça s'est vachement développé pour le quanti. Les métriques, l'observabilité et tout ça, on en a parlé plusieurs fois. Ça a été le sujet dans dans certains talks. Et ça, c'est cool. C'est vraiment cool. Speak with data. Alors nous, quand même, BrainCube, on a de la data à revendre. Voilà. Après, voilà, faire un peu de data mining, ce serait cool. On peut faire des enquêtes. Les enquêtes, ça permet de collecter des données, de grands volumes de données, donc auprès des populations employées. Ça, c'est un outil qu'on peut activer. Le NPS, franchement, non. On oublie le NPS chez des employés, quoi. À quel moment on peut demander à un employé, recommanderiez-vous cet outil à votre collègue? Il a le choix, le collègue, de l'utiliser ou pas? Donc on ne demande pas s'il recommande à son collègue qui n'a pas le choix de l'utiliser, s'il va l'utiliser. Pas de NPS employé, enfin, à un moment donné. Allons. Pour la partie qualitative, donc les observations, je vous ai dit, c'était pas hyper simple parce que il faut entrer sur les sites, il faut aller sur les plannings, c'est pas hyper simple, mais c'est faisable quand même. On peut faire des entretiens. Le Covid nous a sauvé la vie au niveau UX, nous, parce que du coup maintenant on a accès à des entretiens visio. Avant, franchement, c'était chaud patate, quoi. C'était difficile hein, d'avoir ce type de méthodologie avec les utilisateurs. On a des plateformes aujourd'hui qui nous permettent de recruter, qui permettent d'accélérer sur les analyses, par exemple, des entretiens. On a du speech-to-text aussi aujourd'hui qui fonctionne super bien. Voilà, moi je me rappelle quand je suis arrivée chez Michelin, je leur ai demandé si ça existait. On m'a dit c'est pas au point. Bon, ben, entre-temps, depuis 6 ans, la techno, elle s'est vraiment améliorée. Et ça, c'est cool. C'est vraiment une grosse aide pour nous. Et après, on peut avoir du coup le qualitatif, on a les feedbacks. Le tout, c'est juste, faut pas qu'ils soient filtrés. Il faut vraiment les feedbacks des utilisateurs, pas nos key users, etc. Parce que du coup, on perd énormément de vérité au milieu de tout ça, quoi. Donc ça, c'est des vrais leviers pour nous, quoi. L'enjeu du designer, du coup, pour moi, dans le B2B, donc pour l'employé expérience, les piliers c'est quand même de travailler sur l'efficiency et le taux d'erreur. Hein. C'est super important que l'outil soit efficient. Ouais. On est dans le milieu pro, enfin voilà, le but du jeu, c'est on n'est pas en train de surfer sur Internet, quoi. Donc il faut,
Moi, je crois quand même quelque part que 400 clics à l'heure, c'est pas bien, quoi. Voilà, on peut peut-être utiliser le temps des gens autrement, quoi. Euh, Nous, on a une grosse part, c'est de la négociation, hein, parce que l'acculturation pour l'accès au réel, c'est hyper important. On ne peut pas travailler si on n'a pas accès aux users, quoi. UX design, il y a user dedans. Sinon, on fait juste de la bonne conception. Alors ça, c'est pas simple parce que du coup, l'UX design, ça fait pas très longtemps que ça arrive dans les industries. Les industriels sont familiers avec l'ergonomie parce que globalement, les conditions de travail sont passées par là. Donc du coup, on a ce vernis-là en fait quand même chez les industriels. L'UX design, c'est un peu trop récent et les interfaces, voilà, c'est encore pas, c'est loin d'être ancré. Donc on a un job ici d'acculturation. Et après, il faut être conscient que moi, je fais de la recherche sans représentativité, hein. Quand j'ai 2 users, d'un point de vue statistique, je suis pas bon, hein. C'est vraiment pas bon. Pour peu que je tombe sur le super bon ou le super mauvais, et ben voilà, je peux faire des interfaces basées sur des choses qui sont vraiment limites, hein. Moi, j'aime bien travailler quand même avec un peu plus de représentativité. Bon, voilà. Par contre, ce qui est intéressant dans le milieu du B2B, notamment en industrie, c'est en accumulant les expériences, on acquiert du bagage, parce qu'il n'y a pas de temps de changement que ça ne va pas si vite que ça dans les comportements en tout cas. Et donc du coup, en accumulant les expériences, on arrive à avoir des choses, même avec deux users, moi je peux arriver à récupérer en fait des observations que j'ai faites sur des contextes pas tout à fait identiques, mais qui viennent d'expériences précédentes. Voilà. Et du coup, au final, on finit par avoir quand même... Enfin, je fais quand même des choses bien, quoi. Voilà. Même si c'est pas représentatif. Pourquoi j'ai mis ça? Parce qu'on s'en fiche. Les contraintes quand on fait du design. Donc vous vous rappelez, j'ai 2 grandes phases, recherche et design. La recherche, compréhension des activités, des utilisateurs et tout ça. Et design, c'est au moment où on va commencer un peu à concevoir. Donc nos contraintes, ah ouais, je vous ai pas parlé de ça. Les standards chez les humains, pour des opérationnels, ça s'appelle des gammes opératoires. Hein, vous avez la description des tâches avec des fois du temps. L'utilisateur doit visser à telle force et il a tant de temps pour faire cette opération. Donc ça, nous, c'est une sacrée contrainte au niveau interface parce que parfois dans les outils, ben voilà quoi, ça fait partie des standards qu'on doit intégrer ou pas. Mais voilà, les gammes opératoires, c'est une grosse contrainte. Bon, SQCDME évidemment, hein, toujours pareil, c'est l'histoire de... On s'inscrit dans ces KPI, dans ces métriques de l'industrie. L'acculturation au process en fait de design qui fait qu'on a besoin des utilisateurs par exemple pour tester régulièrement. Donc j'ai eu quelques projets où j'ai eu vachement de chance où on a pu tester en fait à chaque sprint les livraisons de l'équipe de dev et du coup tester auprès des utilisateurs pour vérifier qu'on faisait pas trop de conneries quoi. Et c'était vachement bien ça. Mais voilà, il faut parce que souvent moi on me dit ah bah non j'ai appelé un UX designer, j'ai pas besoin de tester. On s'est pas compris là. Voilà. Je suis pas l'utilisateur, hein. Moi j'aide à la conception, mais je suis pas utilisateur. Je suis pas experte hein, du process, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Donc l'enjeu pour le design, de faire un mauvais design, bon j'en parlais tout à l'heure de l'attractivité, hein, l'idée c'est de faire un outil qui reflète les ambitions de l'entreprise, aussi bien sur cet aspect graphique que sur un aspect fonctionnel, c'est-à-dire vous savez à un moment donné il y avait ce gros truc, c'est qu'il fallait faire n'importe quoi sur internet en 2 ou 3 clics. Voilà. Bon, ça, on ne s'est pas trop posé la question en B2B, hein, on gaspille vachement de clics hein, en B2B. Hein, c'est pas très grave de faire 45 clics à un utilisateur salarié, enfin bon bref. L'utilisabilité, donc effectivement sur cette partie, est-ce que c'est voilà, la satisfaction, l'erreur, l'efficiency, la learnability, et puis j'en oublie un. Donc c'est vraiment cette capacité d'un outil à être utilisable, utile et utilisable. C'est vraiment super important ces 2 notions-là. Et puis la considération, qu'est-ce que j'ai voulu dire? Considération. Aucune idée, je me souviens pas. Bon, c'est pas grave. Donc par rapport au design, donc comment on fait pour construire un design? Une des premières couches pour construire une interface, c'est l'architecture d'information. Vous savez le truc c'est, mais où est-ce qu'elle est cette option? Où est-ce que je retrouve comment déclarer mes congés? Putain, je me souviens jamais. Ça, c'est parce que votre architecture d'information, elle n'a pas été pensée selon le modèle mental de l'utilisateur. Vous savez, chacun classe un petit peu
Vos papiers, chez vous, ils sont classés d'une certaine façon. Et puis, on a tous des façons différentes de classer les informations dans nos têtes. Et l'idée, à un moment donné, c'est de trouver un compromis qui rassemble quand même le classement que chacun imagine et qui pourrait coller. Ton de voix, ça, c'est bien dans le design d'y penser. Parce que moi, des fois, on voit des trucs du genre, c'est interdit de faire ça. Tu interdis pas à un client de faire un truc dans un produit qu'il a acheté. Hein, tu lui dis pas qu'il est interdit d'acheter des chaussures en 37. Bah non, c'est ma pointure, quand même. Donc, ton de voix, on parle gentiment aux utilisateurs. Dans une application B2C, vous avez tout un travail sur ce ton de voix, sur la manière de s'adresser aux clients, qui fait que ça reflète une expérience. Je ne sais pas si vous fréquentez Back Market, mais Back Market a vraiment une identité de ton de voix qui est très particulière. Voilà. Donc ça, c'est un truc qu'on peut rajouter dans du B2B, qui ne mange pas de pain et qui, franchement, ajoute quelque chose de très agréable dans l'expérience. Les designs Protolofi, faites de la maquette. On fait de la maquette pour pouvoir tester les idées. Hein, on ne fait pas bon du premier coup, pour le coup. Ça, c'est aussi un truc chez les industriels, faire bon du premier coup. Et du coup, on peut faire du prototype. Et ça marche plutôt bien. Et les gens en face de nous, ils sont assez réceptifs. On présente les écrans et du coup, ils nous donnent leurs avis et ça marche bien. Et le design system, c'est vraiment un truc qui nous a sauvés, ça. Parce que le design system, jusqu'à présent, c'était pas trop dans le B2B. Personne ne pensait à utiliser les... donc, c'est des éléments, le design system, c'est des briques, en fait, avec les chartes graphiques, où vous allez créer de l'homogénéité, de la cohérence dans l'application. Et jusqu'à présent, les design systems, c'était pas du tout dans le B2B. Aujourd'hui, on a vraiment de la chance parce que du coup, c'est exploité, on va l'utiliser dans les plateformes pour créer de la cohérence, de l'harmonie, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a vraiment aidé l'UX design à prendre de l'élan, quoi. Par rapport au feedback, parce que dans le design, nous, on conçoit, puis après, je vous ai dit, on va voir les clients. On leur demande leur opinion. Alors, soit en cours de process, soit on peut arriver sur la fin du process de conception. Les tests d'utilisabilité, c'est un truc très spécifique aux UX designers. Donc c'est le moment où on vous demande est-ce que vous pouvez utiliser ce produit, et puis on demande de jouer des scénarios, par exemple. C'est très spécifique, c'est super dur à faire en B2B, ça. Parce que, je vous disais, moi je ne peux pas venir dans un atelier et dire j'ai besoin de Michel pendant 1 heure. Parce que 1 heure de prod, ça coûte vachement cher, quoi. Donc ça, c'est compliqué. On a peut-être la technique quand même de passer sur de l'asynchrone, c'est-à-dire qu'on prévoit un protocole, on envoie un lien, et puis Michel, il se connecte quand lui, il a un moment, et puis il fait le test de son côté en s'enregistrant, etc. Mais c'est franchement pas simple. Les confrontations en live, donc ça veut dire arriver quand même à venir dans l'atelier, de présenter ses maquettes et tout ça, et puis dire qu'est-ce que vous en pensez et tout ça. Donc la méthodologie n'est pas hyper propre, mais ça permet quand même d'avoir du feedback. Le seul truc ici, c'est qu'au départ, vous arrivez, vous vers Michel, et puis en fait, il y a les 15 pimpins qui débarquent, parce que c'est super sympa, l'UX design, quand ils viennent vous demander votre avis. Les gens adorent, quoi. Vous avez quelqu'un qui vient demander son avis sur le travail, Et donc on se retrouve à 15 dans la petite bulle là, et bon, méthodologiquement ça tient pas normalement, mais c'est pas grave. Ça permet quand même d'avoir du feedback et de se dire si on s'est vraiment planté ou pas. Les whiteboards, Figma, Miro, Klaxoon, enfin bref, tous ces trucs là qui vous permettent à un moment donné de collecter du feedback, ça c'est vraiment des outils qui nous ont beaucoup aidés pour lever les contraintes de design. Donc l'enjeu pour le designer, c'est d'arriver à concevoir et de confronter ces solutions aux utilisateurs. Donc le design system, je vous disais, ça nous a facilité la vie, quoi. C'est un rampe vers la modernité, là. Parce que ça nous a permis de créer aussi des standards d'interaction à l'intérieur de notre interface, et ça a vraiment facilité notre vie en développement et en design. Design sprint, studio, etc. Toute cette partie un petit peu d'atelier de conception, aujourd'hui en B2B, on peut le faire. Il y a les utilisateurs, parfois on arrive à le faire chez les industriels qui veulent bien nous dégager 2 heures de leurs utilisateurs. Donc c'est possible, c'est pas simple, mais c'est possible. Et ça, c'est vraiment pareil, des gros accélérateurs de conception. Faire des ateliers design sprint, design studio, ou je ne sais pas ce qu'on peut trouver comme méthodologie de conception, en atelier, mais c'est vraiment un truc qui nous aide beaucoup. Et le prototypage, quand même, c'est un truc, c'est l'ADN des industriels, quoi. Les industriels, ils ne mettent pas une machine à X millions d'euros dans un atelier sans avoir prototypé au départ. Ils ont créé des éléments, ils en ont créé différentes versions. Et donc, ils sont dans cette mentalité du test. Donc, c'est quand même quelque chose sur lequel nous, on peut s'appuyer en tant que UX designer pour acculturer au process du UX design. Yes. 2 ou 3, je sais pas, je vais faire vite. Non, 2, on arrive à la fin. L'accessibilité, rapidement, l'accessibilité, l'éthique.
Ça, ce sont des causes aujourd'hui qui sont portées par les designers. Honnêtement, il n'y a personne qui va nous demander de créer un outil accessible dans le B2B. Voilà, c'est vraiment pas la préoccupation. Si on arrive à faire un truc utilisable, déjà c'est cool. Accessible, c'est uniquement si le designer a quelque chose un peu en tête. L'éthique, parce que c'est le monde de la procédure, c'est le monde de la punition, c'est le monde du, vous savez, la gamme opératoire. Il faut respecter ses temps, il faut respecter ses enchaînements, etc. Les industriels ont vite tendance à punir, en fait. Donc, il faut être vigilant, nous, en tant que UX designer, parce que des fois, moi, on m'a dit, dis donc, on ne peut pas rendre ça obligatoire. Ben non, en fait, on ne va pas le rendre obligatoire, on va faire en sorte que ce soit intuitif et que, évidemment, qu'il va le remplir, parce que c'est tellement logique qu'il ne pensera pas à ne pas le remplir, mais le rendre obligatoire et l'empêcher de faire d'autres trucs, non. Ça, c'est pas un truc que nous, UX designers, on doit s'autoriser, quoi. Et donc, je redis, c'est plutôt aller vers l'adoption d'un outil plutôt que de la coercition. Si vous n'avez pas le choix d'obliger l'outil, ce serait la coercition plutôt. Et moi, ce que je cherche plutôt, c'est ouais, cet outil-là, j'ai envie de l'utiliser parce qu'il va vraiment m'être utile au quotidien. Et en plus, il est bien fait, il est cool et c'est pas un irritant. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les trucs qui me paraissent, qui sont essentiels. Donc, on peut faire du beau et du fonctionnel dans le B2B. On n'est pas obligé de saccager l'expérience de nos utilisateurs, quoi. Donc, pour finir, on a vraiment du job sur de l'acculturation, essentiellement pour cette partie de research. Le design encore, ça arrive un petit peu à rentrer, mais bon, pas facile. Créer de la confiance avec les utilisateurs, ça c'est clé. On négocie, on accumule les expériences parce qu'on n'a pas beaucoup accès, j'ai pas accès à 10 utilisateurs ou à 15 utilisateurs d'un coup. On peut intégrer les standards du monde du B2C en s'appuyant sur les design systems par exemple, ou sur les applications mobiles grand public que tout le monde utilise. Ça facilite en fait l'accélération et l'adoption. Et on peut travailler l'esthétisme, voilà. Ouais, c'est pas interdit de faire du beau, on n'est pas obligé d'avoir les trucs moches. Voilà. C'est pas moi qui le ferai, mais on peut faire des choses belles. Voilà. Voilà. C'est fini. Des questions? Ça a l'air d'être clair. Non. Ah. Il y a une question. Hop, j'arrive. Bonjour, tu as présenté la migration du fil de haut là, de papier à numérique. Quand tu dois migrer une application qui existe déjà numérique, qui a été designée il y a 35 ans, nous on a une vraie difficulté, c'est qu'ils sont habitués à celle-là en fait et ils demandent la même chose, les mêmes écrans, mais un petit peu mieux, quoi. Donc, comment tu gères ça toi en tant que UX designer? Eh ben, c'est tout un art. C'est tout un art parce qu'en fait, il faut à la fois que ça se ressemble un peu, mais il faut que ce soit mieux. Donc c'est vraiment ce que je leur vends. C'est pour ça que vous savez, le fil de l'eau, à un moment donné, il était horizontal et en fait, alors qu'il était vertical dans leur ancienne version. Donc le premier truc, c'est de regarder ce qui est commun et comment on peut reprendre ça déjà. Et après, c'est de les faire co-concevoir. Moi, j'ai déjà travaillé sur un sujet comme ça. Et en fait, la première étape, ça a été beaucoup de travail de co-conception avec les utilisateurs, en fait. Parce que en fait, c'est avec eux qu'on arrive à identifier ce qui fonctionne bien. Ce qui ne fonctionne pas bien, on peut l'améliorer, mais il y a des trucs qui fonctionnent bien. Et en fait, il faut arriver à identifier quels sont les points dans leur représentation et leurs modèles mentaux de l'outil, leurs habitudes qui sont hyper ancrées. Et des fois, elles sont hyper ancrées parce qu'en fait, l'outil gérait ça hyper bien. Et il y a des trucs, des fois, ça ne vaut pas le coup de réinventer. Parfois, ça vaut le coup de prendre, de faire mieux parce que la techno est mieux, parce que l'interface, on va faire quelque chose de beaucoup plus fluide. Mais l'idée, quand même, au départ, c'est de faire de la co-conception. Ça, c'est vraiment un des éléments clés pour l'adoption en fait, de l'outil. Pas d'autres questions? Bah, merci. Merci.